Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 92e Sitrep en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent et bonjour tout le monde. Alors un Sitrep qui sera consacré à la Syrie et à la région, comme d'habitude. Et en premier lieu, on va parler d'un sujet qui concerne aussi la France, puisqu'il y a eu un professeur décapité suite à une affaire avec des caricatures du prophète. Et puis c'est une affaire qui a pris une tournure internationale, puisqu'il y a eu un discours de Macron et puis un ensemble de pays et de mouvements qui ont réagi face à ce discours et qui ont appelé à des boycotts, notamment de produits français, pour parler de certaines de ces réactions. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette histoire, de cette caricature, de ce droit à la liberté d'expression qu'invoquent certains, de l'islamisme et du terrorisme, et notamment de ce qu'on appelle le terrorisme islamiste? Alors d'abord, je voudrais remonter un peu à l'origine. Ces caricatures danoises ont été publiées il y a quelques années, qui ont provoqué aussi un certain nombre de choses, suite à laquelle il y a eu un attentat contre Charlie Hebdo. En fait, il y a eu des dessinateurs de Charlie Hebdo qui ont été tués par des terroristes qui disaient Allahu Akbar en traversant une rue vide, paradoxalement à 11 heures du matin, à proximité des bureaux. Et puis, donc, en fait, c'est récemment, l'affaire a repris parce qu'il y avait effectivement le procès de ces présumés terroristes qui ont fait ça, qui se déroulait donc au Palais de Justice à Paris. Et à l'occasion de ce procès, Charlie Hebdo reprend les caricatures, les republie, ce qui a soulevé aussi une tollée de désapprobation et puis pas seulement de désapprobation, mais en fait de condamnation, d'une part. D'autre part, il y a eu manifestement ce professeur qui s'est emparé de ces caricatures, qui s'appelle Samuel Paty, hein, et il le faisait il les montrait à tous ses élèves en classe, à l'école, disait-on, en faisant sortir tous ces élèves musulmans, et puis en disant, voilà, ça c'est la liberté d'expression, etc. Bon, donc suite à ça, il y a eu effectivement un deuxième attentat, bon, qui a fait passer la vie à Samuel Paty. Face à cela, il y a eu une réaction démesurée, je dirais, d'appui de l'État, de Macron, etc., en me disant ça, c'est la liberté d'expression, etc. Alors, là-dessus, moi, j'arrête là le récit parce que tout le monde le sait. De toute façon, je veux pas reprendre le détail du récit. Mais je voudrais quand même affirmer un certain nombre de choses. D'abord, liberté d'expression en France, bonjour, parce que liberté d'expression, nous, ça fait depuis que la guerre contre la Syrie a commencé, on n'arrivait pas à passer des informations sur les médias concernant la Syrie, réellement, ce qui se passe en Syrie, d'une part. D'autre part, moi je voudrais rappeler quand même certains faits qui ont été rappelés aussi par Samahat al-Cheikh Nasrallah dans son discours il y a 2 jours en ce qui concerne la liberté d'expression, soi-disant, en France. En France, on assimile l'antisionisme, on a fini par assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, et aujourd'hui, il est absolument interdit
de critiquer l'État d'Israël. À tel point, d'ailleurs, j'aurais voulu lui rappeler quand même aussi quelqu'un aussi important que Pascal Boniface, qui est quand même le directeur de l'IRIS, de l'Institut de recherche et d'études stratégiques de la France. Il a écrit un livre, Est-il possible de critiquer Israël? Tellement les choses sont compliquées, alors qu'il a écrit ce livre en prenant énormément de gants pour pas être traité d'antisémite. Alors donc on peut se foutre de tous les prophètes du monde, on peut critiquer et mettre des caricatures contre le Vatican, et contre le prophète Mahomet, mais on ne peut pas critiquer la présence et l'existence de la Shoah. Et on ne peut même pas dire, alors là je voudrais rappeler quand même, Roger Garaudy a été complètement boycotté et tous ses livres ont été retirés parce qu'il a fait un livre de recherche, etc., où il disait qu'il était important quand même de revoir cette histoire de la Shoah. C'est aussi le professeur à Lyon, Ferisson, qui a juste évoqué la possibilité la nécessité de faire des recherches dans l'histoire pour revoir l'histoire des fours à gaz, etc., de la soi-disant Shoah, et il est attaqué en justice, il a été viré de son poste, ce sont etc. deux auteurs révisionnistes et négationnistes. Il faut souligner. Oui, ils ont été traités de révisionnistes, de négationnistes, etc., de tous les noms. Mais Dieudonné, qui a été aussi lynché, tout simplement parce qu'il a dit que les pratiques d'Israël ressemblent aux pratiques nazies. Alors, franchement, liberté d'expression, permettez-moi de mettre beaucoup de points d'interrogation sur la liberté d'expression en France. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est important quand même que la liberté d'expression respecte les croyances de 2 milliards de personnes dans le monde et ne se fout pas non plus de toutes leurs croyances et ne s'assoit pas sur les choses et les faits sacrés et les personnages sacrés, même si la personne elle-même n'y croit pas, mais il y a quand même 2 milliards de personnes dans le monde et au moins 6 à 8 millions de personnes en France qui sont des musulmans, et le fait de propager des choses de ce type, c'est vraiment non seulement une provocation, mais c'est aussi un mépris de leurs croyances, et c'est souiller toutes ces sacralités. Donc ça, c'est aussi un point qu'il est important d'avoir. Et puis la liberté, en disant ça, on sait que la liberté, la liberté des uns, elle s'arrête à la liberté des autres. Donc c'est pas la liberté, c'est chacun fait ce qu'il veut quand il veut, etc., et raconte ce qu'il veut quand il veut. D'accord. Aïssa Midani, bien sûr, tu l'as peut-être pas apprécié en entrée quand tu as fait le récit, mais en aucun cas tu ne justifies bien sûr la décapitation du professeur. Certainement pas, non, je ne justifie pas. Les actes terroristes sont des actes terroristes, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Mais déjà, le fait de dire souiller l'image du prophète, c'est de la liberté d'expression. C'est ça que je déplore là. Un deuxième point, les crimes sont des crimes, quels qu'ils soient. Et ce n'est pas parce que celui qui l'a fait est un Tchétchène que tous les Tchétchènes sont des criminels, ou ce qu'il a fait est un musulman que tous les musulmans sont terroristes, etc. Alors là aussi, c'est un abus, en fait, et c'est une généralisation qui n'a non seulement pas lieu d'être, mais qui est complètement abusive et pas correcte vis-à-vis de l'ensemble des personnes qui portent cette religion dans leur cœur. Alors quand on parle
comment alors quand on parle de terrorisme musulman ou terrorisme islamiste ou je sais pas quoi? Enfin, c'est pourquoi associer l'islam au terrorisme s'il y a eu une personne qui était musulmane et etc. Et c'est Et alors, dernier et c'est d'autant plus hypocrite, Aïssar, que... qui a commis des autres. Allô? Oui, Ah, pardon, allez, il y a vas-y. il y a une coupure. Je disais, c'est d'autant plus hypocrite que la France elle a soutenu par le passé, notamment en Syrie et en Libye, des mouvements liés à Al-Qaïda. Elle continue. Merci d'évoquer ça, Raphaël, parce que d'autant plus que les terroristes, et là je dis les terroristes qui sont venus en Syrie à partir de 90 pays différents, ils ont été soutenus, recrutés, entraînés, envoyés, soutenus financièrement et matériellement, et même dirigés par les services secrets occidentaux, tous les services de l'OTAN plus le Mossad, et qui ont sévi pendant 10 ans en Syrie. Et pour la Syrie et pour la France, à ce moment-là, c'était les combattants de la paix, et c'était les combattants de la démocratie, et c'était les démocrates, l'opposition démocratique, etc., etc. Et jamais, jamais, pendant ces 10 années, alors que des exactions terribles ont été commises contre le peuple syrien, entre les têtes coupées, les cœurs enlevés et mangés à des gens vivants, entre les gens qui ont été passés vivants dans les malaxeuses et dans les concasseuses de pierre, les gens qui ont été vraiment découpés, etc. Jamais il n'y a eu dans les médias occidentaux une dénonciation, même pas une information sur ça. Et puis pour eux, c'était toujours, je rappelle quand même, Laurent Fabius disait que Al-Nusra fait du bon boulot en Syrie, que les choses se passent très bien et il faut les soutenir, etc., etc., et que Daesh était bien, etc. Et puis, sans perdre de vue non plus que l'armée arabe syrienne les combattait et qu'à chaque fois qu'elle combattait Daesh et qu'elle arrivait à vaincre et à les sortir, bah, l'armée américaine et les armées dites de la coalition qui est dirigée par les États-Unis se dépêchaient de bombarder l'armée arabe syrienne pour l'empêcher d'en finir avec Daesh ou avec Al-Nusra. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les problèmes à Idlib aussi, et rappelons-nous quand même, lors de la libération d'Alep, les Occidentaux, les pays de l'OTAN, ils ont remué ciel et terre pour que la Syrie ne libère pas Alep, et en disant, ah, les pauvres, ce sont les combattants de la liberté, c'est l'opposition démocratique, c'est l'opposition je sais pas quoi, etc. Et il fallait pas du tout les combattre. Alors que c'était ceux-là, ce sont exactement les terroristes qui ont été formés par les wahhabites de l'Arabie Saoudite et du Qatar, armés par eux, et recrutés et dirigés par tous les pays de l'OTAN. Donc en fait, il est important d'avoir la mesure des choses. Et puis, il n'y a pas deux poids, deux mesures, parce que les citoyens français qui sont massacrés aussi par les terroristes, ils valent autant, ou les citoyens syriens valent autant que les citoyens français. Mais ça n'a pas permis les médias français ou occidentaux, je parle pas seulement français, mais là en particulier je parle français parce que ça s'est passé en France là récemment, et ils n'ont jamais pipé mot de tous ces crimes qui ont été commis en Syrie et par ces terroristes-là. Alors les proxys des Occidentaux sont nombreux. Il y a les milices islamistes, il y a également les FDS, donc que tu appelles autrement, toi tu donnes le nom arabe. Il y a Al-Nusra, et puis des factions d'Al-Nusra, il y a l'armée du Turkestan, il y a les Ouïghours, il y a tous ces gens moi je fais référence par les États occidentaux.
Je faisais référence à l'instant au FDS parce que tu me disais en préparant cette interview que ils étaient en train de nuire du côté de Hasake en Oui, oui, Syrie. absolument. FDS, ils sont en train aujourd'hui d'exproprier les habitants de Hasake de chez eux, de les virer de leur maison, de leurs habitations, pour y amener aussi des terroristes, les faire vivre là-dedans. En fait, c'est le même travail que font d'ailleurs les Israéliens vis-à-vis des Palestiniens qui les expulsent aussi de leurs habitations à Jérusalem, à Naplouse, à Jénine, etc. Il y a un travail massif comment dire, d'expropriation des gens et pas seulement de violation de domicile, d'expropriation, et puis ils essayent de les virer, ils sont transformés à la veille de l'hiver là en gens sans domicile et sans rien parce qu'ils veulent s'approprier leurs terres, et pas seulement les terres, les maisons et les biens, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il est important de dénoncer. Je n'ai pas vu dans la liberté, dans la presse libre, dite libre française, aucune mention de ce type. Et tout ça, ça passe sous silence, un silence complice, hein, je peux le dire très ouvertement. Donc, Alors, juste une petite parenthèse, Aïssa Midani, quand on parle du Rojava en Syrie, est-ce que ce sont les FDS qui contrôlent ces zones ou comment ça se passe? Alors, non, c'est pas ça du tout. Les FDS contrôlent. Les FDS sont actuellement, en fait, en partie, c'est un groupe qui est il y a des Kurdes syriens, il y a aussi d'autres, des non-Kurdes. Mais le problème, c'est qu'ils sont dirigés par des Kurdes qui ne sont pas du tout enfin, les gens influents ne sont pas des Kurdes syriens. Par contre, il y a des Kurdes syriens, effectivement, qui maintenant ont voué, qui sont toujours contre la séparation de l'État, enfin de la séparation de la Syrie, mais qui subissent des pressions américaines et qui sont effectivement devenus un instrument dans les mains des Américains. Et en fait, actuellement, ce sont ces FDS qui sont sous influence et sous poussée américaine. Ils sont en train de sévir dans la région de Hasake et de Qamishli. D'accord. En fait. Et quand on parle du Rojava, ils sont armés par les Américains. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, les Américains font entrer aussi d'autres matériels maintenant et ils essayent de renforcer leur présence autour des puits de pétrole. Leur objectif, manifestement, c'est de faire une sorte de chaîne qui relie l'ensemble des puits de pétrole, y compris ceux qui sont pas loin de Deir Zur. D'accord. Donc là, tu nous as décrit juste avant, Aïssa, tu nous as décrit les FDS, ce qu'on appelle en français les Forces démocratiques syriennes, les FDS. Quelles sont les forces qu'on appelle Qassat en Syrie, en arabe. Donc parfois je dis Qassat, parfois on dit FDS. Et quelles sont les forces militaires qui contrôlent ce qu'on appelle aujourd'hui en France le Rojava? Bah écoute, ça c'est les Français. Alors justement, on a vu Bernard-Henri Lévy aller plusieurs reprises à Amouda et ils soutiennent quelque chose de complètement chimérique qu'ils appellent Rojava. Et en fait, c'est pas ça. Ils se plantent complètement parce que là, c'est les gens de Wadi Qandil. En fait, ça n'a rien à voir avec les Kurdes syriens. Tu vois. Mais en fait, les Français ou le fauteur de troubles français essayent de les pousser à les mettre aussi sous la direction des Rojava. D'accord. Voilà. Ok. Donc, alors, je voudrais reprendre aussi un petit peu ce terrorisme, en fait, qui est lié
et qui a été protégé par les Occidentaux jusqu'à maintenant, et surtout d'idéologie wahhabite. Je reviens quand même à dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, Mhm. que en fait, c'est une idéologie, oui, c'est une idéologie qui a été créée d'ailleurs et mise au point par les services secrets américains avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui a été mise en place dans les prisons d'Abu Ghraib et puis de Guantanamo, etc. Et ils ont formé des véritables bêtes humaines, en fait, avec une idéologie dite l'idéologie wahhabite, en fait, qui tue tous ceux qui ne ressemblent pas à eux, donc, et takfiriste, en fait, hein. Et ils les ont lâchés dans la nature, mais en fait, ils les ont lâchés avec des objectifs précis. C'est eux qui les dirigent, c'est eux qui leur donnent des banques d'objectifs, justement, etc. D'ailleurs, c'est quand même important de voir que ces attaques contre la Syrie et contre l'Irak, d'ailleurs, elles ont été bien ciblées, bien prémédité, bien dirigé par les services secrets de renseignement des pays de l'OTAN et du Mossad, et que quand même, paradoxalement, il n'y a pas eu une seule attaque contre Israël, hein. Mhm. C'est quand même quelque chose à voir. Alors justement, on va parler maintenant de la Palestine, puisque Maher Al-Akras, dont on Voilà. parlait la dernière fois, eh bien, il vient d'entamer son centième jour de grève contre la faim. Voilà. Alors, Maher Al-Akhras, qui est un militant, un parmi de nombreux militants, en fait, et de nombreux prisonniers, en fait, palestiniens. Il fait la grève de la faim parce que contre sa détention administrative. Il entame son centième jour aujourd'hui de grève de la faim. Il arrive à être dans un état pratiquement auprès de la mort. Et cet entêtement et cette horreur israélienne qui ne veut pas, qui ne demande rien d'autre que d'être libéré et de retourner dans sa famille, voir et vivre parmi ses enfants. Cette histoire de détention administrative, on en avait parlé la dernière fois, Mhm. c'est quelque chose, une détention complètement arbitraire sous des prétextes de papier, de ceci, de cela. Donc ça montre quand même l'oppression et cette répression israélienne horrible qui s'exerce contre des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, de manière complètement arbitraire et de manière complètement... Et qui aujourd'hui, donc même face à la mort, elle continue à dire non, il sera détenu, et ils l'ont transféré d'ailleurs dans un hôpital où il va rester prisonnier. Donc en fait, là, il est important quand même de dire que nous le soutenons et de soutenir cette lutte des Palestiniens, que le monde entier devrait soutenir, et malheureusement, ça se passe dans le silence le plus total. Alors, à cette occasion, bien sûr, il y a eu des rassemblements de soutien en Syrie, il y en a eu énormément en Irak, au Liban, au Yémen, il y a eu des rassemblements de soutien aux Palestiniens, à l'occasion d'ailleurs de l'anniversaire du prophète qui se trouvait avoir lieu donc il y a 2 jours, samedi dernier, oui. Et donc il y a eu vraiment un énorme rassemblement au Yémen. Ce Yémen magnifique qui subit l'horreur et les bombardements et la destruction, plus l'embargo, plus le corona, plus tous les problèmes à la fois d'une guerre destructrice énorme du côté en fait, que les Saoudiens mènent, mais en fait, c'est pour le compte des Israéliens aussi. Et voilà, ils ne lésinent pas sur leur soutien aux Palestiniens.
Il continue à dire, de toute façon, que notre boussole, la question palestinienne, est la question qui est la plus importante, qui est au centre des intérêts et au centre des préoccupations des peuples arabes. Donc, on peut parler de ça en ce moment où d'autres pays arabes courent plutôt, à se jeter dans les bras d'Israël. Donc, je parle de Bahreïn, des Émirats arabes unis, et puis même aujourd'hui, on annonce que l'Arabie saoudite, l'Oman et le Soudan vont aussi passer des accords avec Israël. Et en fait, c'est pas seulement des accords de normalisation des rapports, mais plutôt des alliances de coopération avec Israël. Ouais, c'est ça. Alors, bien entendu, il y a quand même dans ces pays, il y a des réactions au niveau de la population, des réactions très très fortes. À Bahreïn, donc on en avait parlé aussi la dernière fois, il y a de très grandes manifestations à Bahreïn contre ces accords, et aux Émirats arabes unis. Au Soudan, il y a un véritable raz-de-marée humain, populaire, contre ces accords qui sont présentés comme étant pour cela, on vous enlève de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Alors, c'est une véritable... ça, c'est le marchand de tapis, quoi. Comment dire? Voilà, ça, c'est l'objectif qui est miroité par les États-Unis. Si vous faites ça, on vous donne ça. Et alors que c'est faux, on le sait quand même parfaitement, et ça fait des années que le Soudan est en train d'être saigné pour soi-disant des crimes, mais qu'ils n'ont jamais fait, pour dédommager les Américains. Je voudrais quand même rappeler à cet effet ce qui a été fait avec Kadhafi aussi pour l'attentat le Corby. Et alors qu'il n'a jamais fait, mais il a fini pour en finir par donner de l'argent aux Américains pour dire ok, bon, on vous paye les dommages, mais en fin de compte, tout le monde sait comment il a fini, attaqué par les Européens et par les milices américaines, en fait, et il a été tué. Et puis, depuis, donc, la Libye est complètement, en fait, comment dire, elle est devenue un pays pillé par tous ceux qui voudraient piller à la fois le pétrole, le gaz, les autres richesses, etc. Alors, tout le monde en profite, sauf le peuple libyen. On va en revenir à la Syrie, qui heureusement a mieux résisté que la Libye. Ouais. Il y a des retraites turques, tu annonçais ça, du côté d'Idlib. Alors en fait, oui, en Syrie, l'armée arabe syrienne, en fait, on sait que depuis le début de cette année, vous savez qu'il y a eu certaines parties qui ont été libérées d'Idlib avant le mois de mars, et puis que tout s'était arrêté au mois de mars lorsque Erdogan a demandé un arrêt des combats à Poutine, et ils ont donc décidé d'arrêter à ce moment-là. Depuis ce moment-là, les bases turques sont encerclées par l'armée arabe syrienne, notamment la base de Mourek, et puis 4-5 bases. C'était pas des bases, eux, ils avaient dit, ce sont des points de surveillance turcs, il y a 13-14 points de surveillance, et qui, en fait, vraiment des vraies fortifications, notamment à l'est de Hama, un peu plus haut, jusqu'à surtout le chemin du M5 et du M4. Et par l'accord du 4 mars,
entre Erdogan et Poutine. Il y avait Erdogan s'était engagé à faire en sorte que les autoroutes internationales M4, M5 soient complètement dégagées des terroristes qui doivent se retirer 6 kilomètres de part et d'autre et ça c'est un point. Le deuxième point, c'était qu'ils devaient retirer l'ensemble des armes lourdes de tous les terroristes. Mais en fin de compte, on a vu qu'il a plutôt continué. Aucun des deux points n'a été tenu, ça on l'a vu. Pardon ? Aucun des deux points n'a été tenu, Exactement. Ça on l'a vu tout au long des CITREP cette année, de cet été. Tout à fait. Et puis que en plus ils ont été nourris, alimentés, ravitaillés en armes, etc. Et là donc ces points qui sont encerclés par l'armée arabe syrienne, ils ont fini par les quitter parce que voilà, ils s'en vont. Mais aussi, les derniers temps, donc l'armée arabe syrienne avec l'armée russe se sont attaqués à plusieurs QG des quartiers généraux des terroristes lors des réunions importantes dont étaient informés les Russes et les Syriens. Donc, il y a eu pas mal de dégâts parmi les directions des terroristes. Tu parles de Al-Nusra notamment ou Ahrar al-Sham, etc. D'accord, pardon. Recite les noms des organisations qui ont été frappées. Jabhat al-Tahrir et puis Al-Nusra, en fait, c'est les différentes factions. J'avoue que je ne connais pas. D'accord. Il y a tellement de changements de noms parce que il y a une. Ils sont tous des partis d'Al-Nusra. Il y a Noureddin Zanki, il y a Al-Nusra, il y a Ahrar al-Sham, il y a, tu vois. C'était du côté d'Idlib. Voilà. C'était du côté d'Idlib, ça. C'est du côté de la M4, oui, la M4. En fait, effectivement, dans le nord de la M4. Et donc, oui, c'est dans Idlib, en fait, dans le gouvernorat d'Idlib. Hein. Et c'est sur le nord de la M4. D'accord. Et donc là, il y a eu effectivement pas mal de dégâts suite à ça. Et les Turcs se sont retirés. Et en fait, le retrait des Turcs a occasionné aussi le fait que ces factions ont commencé à s'entretuer pour partager les butins, pour prendre la direction l'un de l'autre, etc., etc. Et surtout pour s'emparer des richesses, quoi. Donc là, on peut dire la situation évolue positivement de ce côté-là. Et puis, voilà, on attend de voir. L'armée peut-être avancera plus tard. Il n'y a pas de plan qui est déclaré pour l'instant, à part le fait qu'on va mettre le paquet pour libérer surtout les richesses syriennes, les richesses syriennes, c'est-à-dire le lieu de toutes les terres syriennes doivent être libérées et tous les lieux des richesses importantes doivent être repris sous contrôle de l'État. Je voudrais dire quand même un dernier point à partir les terroristes ont procédé à allumer des incendies vraiment partout. Parce que partout en Syrie, là, on avait parlé des incendies contre les récoltes céréalières au moment de la moisson en mois d'août et maintenant au moment de la cueillette des olives et des pommes, des grenades, des figues, des raisins, etc. Là aussi, ils ont brûlé toutes ces plaines. Il y a même beaucoup de plantes médicinales dans le sous-sol. Il y a beaucoup de petits animaux, qui favorisent en fait c'est une vie écologique en fait de ces terres. Malheureusement, tout est réduit en cendres. Et d'ailleurs, il y a les photos là que je pense tu pourras mettre. Je te les ai envoyées. Et ça fait mal au tripes. Mais par contre, le peuple syrien tient bon malgré tout ça, malgré le César, soi-disant
l'embargo qui est de plus en plus serré au niveau des Syriens. C'est vrai qu'il y a une grande pénurie maintenant au niveau des céréales, au niveau du blé, au niveau du pain. Mais le peuple syrien s'organise aussi. Donc, il y a eu un marathon qui a été organisé pour la solidarité avec tous les agriculteurs qui ont eu et les paysans qui ont eu leurs terres brûlées. Il y a tout un tas d'initiatives comme ça de soutien, des jeunes qui sont partis aussi dans ces régions pour aider les gens à replanter, à enlever à même reconstruire leurs maisons, parce qu'il y a des maisons qui ont été brûlées. Oui. Et voilà, donc il y a un mouvement de solidarité absolument fantastique qui se fait donc dans cette semaine, dans ces dernières semaines et dans cette semaine, mais aussi il y a aussi en même temps un mouvement des jeunes pour la création de petites des jeunes innovants, on peut dire, pour créer des petits business, hein, des petites et moyennes entreprises en fait, pour transformer le bois, pour créer des choses artisanales, créer à nouveau faire des petites usines de savonnettes d'Alep ou de savon, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a à Damas, en fait, l'ouverture d'un salon de tous ces jeunes innovateurs, je peux dire, et ils sont nombreux, mais qui se sont focalisés sur la région d'Alep et sur la région de Tartous et Latakia. Donc là aussi, c'est de toute façon, on va tout recréer avec nos mains et on va on va rendre la devise aussi. Il y a un mouvement aussi pour replanter les terres, la devise, et on va la refaire, comment dire, on va la retransformer en terre verte. Donc nous allons agir main dans la main, on va recréer la verdure, disons. La vie plus fort que la mort. Et ça, c'est vraiment très important, oui, cette solidarité. On va parler maintenant du 103e anniversaire de la déclaration de Balfour, Lord Balfour, hein, donc c'était un lord anglais. Et donc ça a à voir avec la création d'Israël, même si on est en 1917, je crois. Et c'est donc la couronne britannique avec la famille Rothschild. Alors là, est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement. Donc là, c'est le 103e anniversaire tristement célèbre du Lord Balfour, qui a, en fait, à la demande de Rothschild, il a fait une promesse au mouvement sioniste, hein, à l'époque, qui était vraiment marginal, qui a fait la promesse pour la création d'un foyer national juif en Palestine. Et en fait, je voudrais rappeler quand même qu'à cette époque, la Palestine faisait partie de la Syrie, de la Grande Syrie, qui à l'époque donc était regroupée la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. Et donc la Syrie et le Liban ont été mis sous mandat français, et puis la Palestine et la Jordanie sous mandat britannique, hein. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les Britanniques qui dominaient justement, ou qui avaient leur mandat sur la Palestine, ont commencé à favoriser l'arrivée des migrants juifs du monde entier, en fait, vers la Palestine. Ils ont commencé à favoriser aussi les terroristes sionistes, des mouvements terroristes sionistes, comme la Haganah, Stern et Irgun. Trois grands mouvements terroristes qui ont commencé à faire
effectivement, à partir de ce moment-là, à commettre de grands massacres, hein, dans les villes et villages palestiniens, dans l'objectif justement de créer un exode de la population et faire peur pour s'approprier leurs terres et leurs maisons, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ça continue. C'est un mouvement qui continue depuis ce moment-là. Donc, ça fait 103 ans que le peuple palestinien ou le peuple syrien et palestinien résiste à cette déferlante sioniste, hein, et qui a bénéficié en fait du soutien des Britanniques, qui à l'époque c'était quand même un grand empire, et qui aujourd'hui bénéficie du soutien des États-Unis. Donc, puisque vous savez quand même que l'Angleterre et les États-Unis sont très liés, et puis la France aussi, qui essaye de trouver sa place entre eux ou avec eux. Ce sont les forces coloniales dominatrices du XXe siècle. Et maintenant, au XXIe siècle, ils en sont à on peut dire à leur fin, parce qu'ils sont qui ont vraiment des gros problèmes financiers, etc. Mais enfin, ils sont à leur déclin, on peut dire, pas à leur fin. Mais c'est vrai que les États-Unis continuent à soutenir Israël, et les Britanniques aussi, la France aussi, malheureusement. Et Alors, c'est ça de plus en plus clairement. alors tu parlais de 1917, donc de l'époque de la déclaration de Balfour, et tu mentionnais que le mouvement sioniste était minoritaire à cette époque. Et en fait, il a eu lieu, elle a eu lieu cette déclaration 20 ans après le premier congrès sioniste qui a eu lieu à Bâle en Suisse en 1897. Et d'ailleurs, j'en profite pour recommander la lecture d'un ouvrage, justement le protocole du premier congrès sioniste à Bâle en 1897, donc, qui n'a rien à voir avec le protocole des sages de Sion, qui lui est un écrit réputé donc faux et antisémite. Alors que l'ouvrage que je recommande est tout simplement les actes de ce grand colloque qui a eu lieu sur 3 jours, et qui permet de mieux comprendre le congrès de Bâle. Voilà, qui permet de mieux comprendre ce mouvement, donc qui a été organisé par Max Nordau et Théodore Herzl. Voilà, on va conclure ce 92e CITREP. J'ai mentionné que le cercle des volontaires ne soutient pas ni le révisionnisme, hein, ni le négationnisme. On soutient la liberté d'expression, donc on met en cause éventuellement le bien fondé de la loi Guesso, mais on ne soutient pas les thèses révisionnistes. Une liberté d'expression responsable. Voilà, exactement. Ouais. Donc liberté d'expression responsable et respectueuse des croyances des gens. Je crois que ça, c'est le plus important. Alors moi, là-dessus, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Je crois qu'il est très important qu'on travaille tous dans le sens comment dire, d'une décision internationale au niveau des médias, de dire que les médias ne doivent pas du tout s'attaquer aux croyances des gens et doivent respecter toutes les croyances des gens et surtout toutes les religions, et surtout interdire qu'on s'attaque effectivement à tous les symboles religieux et à toutes les pratiques religieuses. Je crois qu'il y va du respect des peuples et du respect de la paix aussi entre les peuples, et d'une vie et d'une civilisation basée sur le respect des croyances. Et pour moi, c'est le principe même de la laïcité, en fait, hein. Oui. Donc, je pense qu'il est important d'œuvrer pour ce type de décision, qui est d'interdire effectivement de s'attaquer aux sacralités des uns et des autres. Moi, je ne sais pas exactement quelle est la solution, mais c'est vrai qu'en ce moment, on peut voir que les différentes communautés, qu'elles soient d'extrême droite, qu'elles soient musulmanes ou d'autres, s'énerver de part et d'autre, et c'est vrai que on a un peu peur pour l'avenir. J'espère que la masse des gens arrivera à garder la tête froide et à ne pas tomber dans le panneau d'une guerre civile dont personne n'a rien à gagner, clairement. Et voilà. C'est vrai que
On peut pas forcément l'exclure, on ne sait pas si ça arrivera un jour, mais c'est évidemment pas à souhaiter. Et tout ce qu'on peut faire pour s'en éloigner, bah, c'est bon à prendre, j'ai envie de dire, tant qu'on ne fait pas d'entorse avec la réalité. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier telle ou telle problématique, hein, dans un sens comme dans l'autre. Mais voilà, je pense que tout ce qui peut aller dans un sens d'une meilleure compréhension, justement, mutuelle, c'est un meilleur respect. C'est bon à prendre. Et tout ce qui excite au contraire C'est les uns quand même contre les autres, c'est une langue monothéiste, ouais. tout ce C'est qui excite. quand même une religion importante, quand même, Bien sûr. l'islam. Ah bah, Quand on sait qu'il y a quand j'ai même des milliards de personnes, j'ai pas dit le on contraire. ne peut pas se permettre de... Voilà. Ok. Eh Voilà, ok. bien, Issar Midani, merci beaucoup pour cet Je échange, crois pour qu'on cet en arrive entretien. à la fin, c'est ça? Et oui, exactement. Merci beaucoup, Raphaël. Ouais. Merci Et beaucoup. Alors, je voudrais dire à nos amis, mhm, merci. Et puis, dans 15 jours pour le 94e, 13e. C'est 93e, ça? tout à fait, c'est ça. À Ouais, bientôt, Issar. ouais, tout à fait. Bonne semaine à À toi. bientôt. Merci beaucoup. Et bonne semaine à toi.